Bonjour Marie de NZ. Bonjour Yasmina. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre l'instant présent. C'était en lien avec différentes vidéos que vous aviez fait sur Audience, le média. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à la base. Vous parliez de la base. Est-ce que le corps vieillit lorsque l'esprit reste jeune? Le corps vieillit, il vieillit de toute façon. Voilà, c'est ça. Parce qu'on le... dit souvent, oui, tant qu'on est jeune dans la tête. Non, le corps, il va vieillir plus ou moins vite, mais enfin, il vieillit, ça, c'est incontestable. Et l'esprit peut rester jeune, ça oui. Et l'esprit n'a pas vocation justement à être sous la domination du temps corrupteur. Le temps corrupteur. Non, l'esprit peut rester jeune, et même, il y a des gens... je me souviens d'une femme dans une rencontre que j'avais faite avec des personnes de 80 à 100 ans, je leur avais demandé leur âge subjectif. Cette femme avait 93 ans et elle se sentait intérieurement 15 ans. Je pensais qu'elle exagérait un peu. Après 8 rencontres, je peux vous dire c'est vrai. Ah oui. Elle avait une espèce de fraîcheur d'esprit incroyable. Incroyable. Et ça se ressentait sur son corps? Est-ce que son corps... Alors non, son corps était un corps de très vieille femme. Mais ça se sentait pas dans son corps, ça se sentait dans sa corporalité, sa manière d'être dans le corps. Là, ça se sentait. Elle avait quelque chose d'un peu Guillerette, Sautier. Oui. Vous savez, il faut distinguer le corps et la corporalité animée. C'est-à-dire comment je sens à l'intérieur de mon corps. Parce que je peux avoir un corps jeune, de 20 ans, et me sentir intérieurement 80 ans. Et non, je n'ai pas. Oui, avachi. On en voit des jeunes comme ça, avachi. Bon, non, la corporalité, c'est ce qui anime le corps. Donc voilà, je peux avoir 93 ans, avoir une corporalité de 15 ans. D'accord, ça c'est très intéressant. Oui. Et ces jeunes dont vous parlez doivent regarder absolument la vidéo sur faire le ménage dans sa vie, parce que peut-être qu'ils se sentiront moins lourds. Notre corps aussi paraît parfois être un rempart, une sécurité. Est-ce qu'avec l'âge, parfois on prend du poids? Est-ce que c'est une façon de ne pas faire un bilan sur son passé, de se protéger du regard de l'autre, d'une vieillesse que l'on sentirait? Est-ce que le poids au niveau du corps, lorsqu'on vieillit, c'est un mur qui nous protégerait? Ça dépend beaucoup des personnes, parce que, je veux dire, je pense que le poids, ça peut être aussi, on peut se sentir bien. Moi, je me souviens de Catherine Dolto, qui était la fille de Françoise Dolto, qui était une famille dans laquelle les femmes sont assez, je dirais, arrondies. Eh bien, elle me disait, je vis très très bien avec la corpulence. Cette corpulence, je la vis très bien parce que je suis bien à l'intérieur, justement. Et donc, ça dépend beaucoup. Bien sûr, alors on peut dire, il y a aussi des personnes qui peuvent, par peur de peut-être le fait on peut prendre du poids aussi parce que on mange beaucoup, parce que ça peut être une compensation à une souffrance intérieure. Donc ça, je crois que c'est à chacun de voir ce que signifie le poids. Parce que quelquefois, c'est une constitution. Et puis d'autres qui ont pu être très minces dans leur jeunesse peuvent effectivement prendre du poids. Donc là, il faut se poser la question de est-ce que ça on ne vient pas remplir un vide de cette manière-là, alors qu'on pourrait le remplir d'une autre façon. Et ressentir l'instant présent, justement, en allant dans ce que l'on a à vivre au quotidien. Vous parlez aussi dans une de vos chroniques, ça m'a frappé, des lieux positifs, des beaux souvenirs, des choses dont on se souvient, qui permet, en vieillissant comme ça, de s'y rapprocher. Je pense aux personnes frappées de la maladie d'Alzheimer. Comment vieillissent-elles? Comment, vu qu'elles ne peuvent pas se souvenir des belles choses, pour reprendre le titre de ce film de Zabou Bretman, comment se souvenir des belles choses lorsque l'on a cette maladie? Je ne suis pas sûre qu'elles ne se souviennent pas des choses très 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 anciennes, comme par exemple, vous chantez un chant que la personne peut-être chantait enfant, une mélodie,
eh bien, elle va s'en souvenir. Et justement, c'est peut-être ça qui va faire qu'elle se sent en sécurité. On travaille beaucoup là-dessus, sur les premières émotions. Hein, les premières émotions qui ont... Donc, ça peut être à travers un chant, ça peut être le contact physique. Oui. Quand vous touchez et que vous prenez dans vos bras une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, même que vous dansez avec elle, vous savez qu'il y a eu des expériences faites, à ce moment-là, la personne retrouve ce que j'appelle la sécurité de base. C'est, bon, elle peut être, justement, elle recontacte des souvenirs très très anciens qui sont inscrits dans la peau. Parce que moi je dis que la peau a une mémoire. Oui. Donc la peau a une mémoire. Alors peut-être qu'on n'a plus la mémoire corticale, oui. C'est-à-dire, voilà, oui. Ça on ne se souvient plus au niveau du cortex, oui. Mais le corps se souvient. Oui, on dit aussi souvent les odeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les odeurs, la musique, parce que c'est les sons, le contact. Les regards, quelquefois. Vous avez des gens Alzheimer extrêmement sensibles à certains regards. Parce que ça éveille des souvenirs très anciens. Ces fameux moments positifs. La voix, oui. La voix, c'est comme la musique aussi. Donc il faut savoir ça. Moi, je crois que c'est très important de savoir qu'il y a une mémoire du corps. Et pour s'en rappeler, pour arriver à ne pas être happé par le quotidien, il y a des outils, un exercice. Alors, j'en ai donné, j'ai donné cet exercice d'essayer d'évoquer un souvenir dans lequel on a été très très bien dans sa vie. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être quelque chose que l'on vit actuellement, mais d'évoquer un moment dans lequel on s'est senti parfaitement en sécurité. Parce que ça fait partie de son patrimoine, son patrimoine intérieur, hein, c'est là. Et on peut y faire appel quand on se sent fragile, quand on traverse un moment difficile, quand on est bousculé. Évoquer ça, ça peut faire du bien. Il y a un outil aussi très intéressant, c'est le haïku. Donc, vous en avez parlé. Est-ce que c'est l'art de l'observation? Oui. Le haïku, c'est très intéressant parce que ça oblige effectivement à observer, donc à être présent. Oui, pas le choix. Aujourd'hui, ce matin, par exemple, qu'est-ce que j'ai observé en regardant par la fenêtre ou en me promenant dans la rue? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai observé? Et si on prend l'habitude, par exemple, d'écrire un haïku, on va être beaucoup plus éveillé, beaucoup plus alerte. Oui. On va se dire, tiens, là il y a une couleur, il y a quelque chose qui... Ou alors on a été ému par une parole de quelqu'un, on a été... voilà, on est beaucoup plus présent à ce qui est. C'est une manière, écrire un haïku quotidiennement, c'est vraiment... Et on voit bien que les gens qui le font, eh bien ça devient... ils le disent eux-mêmes, ils sont beaucoup plus présents et beaucoup plus dans l'observation. Et justement, il y a des sociologues qui expliquent en ce moment, et même des observateurs politiques, on est en recherche de sens en ce moment, la population est en recherche de sens. Et le haïku va à l'essentiel justement. Est-ce que c'est aussi une façon de faire un ménage mental? Oui. Oui, parce que c'est très intéressant quand on écrit un haïku, on le débarrasse de tout ce qui est superflu. Les articles ne sont pas toujours nécessaires, les conjonctions, les adverbes. C'est pas, voilà, on va droit à l'image qu'on a observé, droit à l'émotion. On peut essayer de faire le lien d'ailleurs entre les deux aussi. Ça permet, oui, c'est un exercice mental assez intéressant aussi. Hein, le haïku, ça se travaille souvent aussi. Les gens sont fiers d'eux d'avoir écrit un joli haïku. Si, alors, je peux vous dire, dans tous mes ateliers. La plupart n'ont jamais fait de haïku. Je leur donne un quart d'heure pour écrire un haïku. Tout le monde écrit un haïku. Tout le monde peut le faire. D'accord. Mais il faut juste qu'on donne, expliquer ce que c'est. Je l'ai expliqué dans une chronique. Expliquer ce que c'est. Et puis, voilà. Et vous avez des gens qui savent bien comme ça. D'autres, il faut un peu le travailler. Mais tout le monde en est capable. Et du coup, il y a un sentiment de fierté assez fort. Alors, justement, quand on a fait un beau haïku, oui, on est content. On a fait son petit poème, hein,
c'est une créativité ici. Oui. On va créer quelque chose. Et ça, je vais vous dire que c'est important parce que vous avez des gens qui arrivent à la fin de leur journée. Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Hein? Là, c'est l'instant présent. Alors là, on là, connecte. 3 lignes, et vous, voilà, et puis vous pouvez avoir un joli cahier de haïku. C'est aussi, moi je connais des gens qui ont ça dans leur sac, ou par exemple quand ils voyagent, hein, ils font, voilà, au lieu de tenir un journal de voyage, un journal de bord, ben, ils écrivent un haïku chaque fois qu'ils voient quelque chose d'intéressant, qu'ils ont une émotion. Ils sont très contents quand ils reviennent de relire ça. Ils revoient toutes les images, tout ce qu'ils ont. Vous voyez, c'est un très mais bon relire article. aussi à la fin de l'année, relire son cahier de haïku, c'est revisiter toute l'année, Et tous les moments positifs dont Voilà. on parlait tout à l'heure. Et si on le fait quotidiennement, annuellement, on ne l'oublie pas. C'est parfait. Je suis ravie, encore une fois, de ces conversations très enrichissantes. Et on se retrouve très bientôt sur Audience le Média. Merci à Marie de Henzel. Vous êtes psychologue clinicienne et auteure. Et on vous retrouve très rapidement. Merci Au revoir. Yasmina.